Mesdames et messieurs, bonsoir. Sans être très apparent, il y a être très présent dans votre vie. Nous voyons que l'électricité vient jusque chez vous, parce que nous sommes le transporteur d'électricité et aussi le responsable d'équilibre. Ça veut dire que grâce à nous, vous avez l'énergie d'entreprendre, l'énergie de faire votre ménage, l'énergie de faire vos loisirs et toute autre chose. Ça veut dire finalement que vous allez surtout nous remarquer au moment que nous ne faisons pas notre travail. Et ça montre aussi quelque part la pertinence sociétale qu'il y a comme entreprise. Là où nous sommes un peu plus visibles, c'est là où on est en train de travailler à transformer notre réseau de haute tension. Cet réseau doit être adapté pour réduire les émissions CO2, alors intégrer plus de renouvelables, ce qui veut dire que maintenant on construit aussi en mer pour collecter le vent des éoliennes et qu'on fait de plus en plus d'interconnexions pour être plus intégré dans le réseau européen. Notre mission est alors aussi bien évidemment une mission qu'on travaille dans l'intérêt de la communauté. Quelque part, on peut voir Elia comme l'exécuteur de la politique énergétique. Et dans cette mission-là, on aide et soutient l'économie et on soutient aussi le bien-être du pays. Et dans ce cadre-là, nous sommes un secteur critique, ça veut dire qu'on a eu peu d'impact Corona. Aussi, nos profits sont peu impactés, vu aussi que nous sommes une entreprise régulée. Vous nous connaissez probablement quelque part de la Belgique. Nous sommes très, très fort ancrés là-dedans, mais nous sommes au minimum aussi grands en Allemagne. On a il y a 10 ans pris une participation en 50 Hz. 50 Hz qui est situé nord-est de l'Allemagne et qui a comme grande ville Berlin et Hambourg et qui intègre déjà aujourd'hui 60% de renouvelables dans son réseau, ce qui veut dire que c'est déjà un champion européen dans ce cadre-là. 50 Hz a aussi été le moteur de croissance d'Elia les dernières années et on s'attend que ça continue aussi d'être ce moteur de croissance parce qu'ils sont en plein milieu du Energiewende. Energiewende, c'est la transition énergétique allemande. Et là, ils sont en train de transformer entre le charbon vers le renouvelable, ça veut dire soleil et vent. Et dans ce sens-là, le réseau doit être reconfiguré, énormément d'investissements et pour ça, une opportunité pour le groupe Elia. Il y a 2 ans, on a pris le contrôle total de cette filiale-là pour aussi nous plus exposer à ce marché attractif et on a réussi de convaincre le banque d'investissement du gouvernement allemand, KfW, de devenir notre partenaire minoritaire chez 50 Hz. C'est quoi la principale priorité de notre entreprise? Notre axe primaire dans notre stratégie, c'est soutenir et aider à la transition énergétique. Et dans ce sens-là, on n'a que vu des renforcements dans ce sens-là les dernières années. Ça veut dire on a vu fin de l'année passée le Green Deal qui veut décarboniser l'économie européenne pour 2050 et tout récemment on a eu la Commission européenne qui a mis des ambitions plus élevées de décarbonisation pour 2030. Qu'est-ce que ça veut dire pour Elia comme groupe? Ça veut dire qu'on doit accélérer notre programme d'investissement. Et vous allez voir, on a déjà l'année passée mis en service la première interconnexion directe entre la Belgique et l'Angleterre. C'est un câble sous-marin qu'on a construit là-bas. Puis après, on a pris en service la prise en mer qui s'appelle MOC. Ça, c'est une prise qui prend l'énergie de plusieurs parcs éoliens et le porte vers le consommateur. Demain matin, on va à Berlin inaugurer le Combined Grid Solutions. Combined Grid Solutions, c'est un primeur mondial. C'est ce qu'on appelle une interconnexion hybride. Ça veut dire une interconnexion entre l'Allemagne et le Danemark, mais qui en route prend aussi le vent des parcs offshore éoliens et les intègre dans le réseau. Et fin de l'année, on va aussi mettre en service la première interconnexion directe entre la Belgique et l'Allemagne qui s'appelle l'Allegro.
Ça sont des projets qui sont très importants pour garantir la fiabilité d'approvisionnement de notre pays, mais aussi pour garantir que les prix ne deviennent pas trop élevés pour l'industrie et le consommateur. À côté de ça, on doit aussi fortement investir dans la digitalisation, parce que la digitalisation nous aide d'intégrer plus de renouvelables, parce que, comme vous savez, le renouvelable, c'est quelque chose qui a certaines intermittences et variabilité, et ça veut dire aussi que notre métier d'équilibre devient plus complexe et qu'on doit plus investir là-dedans. À côté de la digitalisation interne, on travaille aussi de plus en plus ensemble avec des autres secteurs qui sont en train d'électrifier, comme par exemple l'automobile. Et comme ça, dans ce cadre-là, il y a 2 ans, on a lancé le Internet of Energy. C'est un écosystème dans lequel il y a 65 entreprises belges qui travaillent ensemble pour voir l'impact de l'électrification sur leur secteur et comment travailler mieux ensemble avec nous comme entreprise. D'où alors le groupe Elia tire-t-il ses revenus? Nos revenus sont des revenus qui sont principalement régulés et qui sont régulés à base de cette exécution de la politique énergétique, ça veut dire des investissements que nous sommes en train de faire pour réaliser la transition énergétique. Et dans ce sens-là, quelque part, la transition énergétique n'est pas seulement une grande opportunité pour tous les citoyens européens, mais aussi une grande opportunité pour l'actionnaire d'Elia, parce que plus que ça accélère, plus que ça va porter la valeur à nos actionnaires. On a réalisé les dernières 5 années, comme vous avez vu, déjà pas mal de projets, un grand programme d'investissement, et on continue de faire ça pour les 5 années à venir. Il y a programmé 6,5 milliards pendant ces 5 années, dont 2,3 milliards en Belgique et 4,2 milliards en Allemagne, et qui va créer une croissance de 7 à 8% sur notre actif régulé dans les années à venir. Mais ça n'arrête pas là. Après cette période de 5 ans où on ne communique pas encore des chiffres au marché, on a déjà des projets qui sont en phase de préparation. On va avoir une deuxième prise en mer qui s'appelle MOC2. On va avoir une nouvelle ligne haute tension Ventilus dans le Flandre occidental et aussi le boucle du Hainaut qui continue cette ligne jusqu'à où les centrales de Tihange se trouvent. Et évidemment aussi des programmes similaires en Allemagne dans lesquels on continue à investir dans cette transition énergétique. Au niveau de nos chiffres clés de l'année passée, on a augmenté notre actif régulé entre-temps jusqu'à 9,1 milliards. Le résultat net était à l'auteur de 306 millions, de laquelle on paye à peu près la moitié à l'actionnaire. Et entre-temps, on a un dividende 1,69 € par action. Alors, pourquoi investir dans notre entreprise? Les 5 points forts, c'est qu'on a une infrastructure stratégique, plusieurs régimes régulatoires, alors peu de risques, croissance organique et une position financière solide. Et ça veut dire que vous êtes en train d'investir au même moment dans un meilleur futur pour la génération qui vient et dans un rendement attractif pour vous-même. Merci beaucoup. Monsieur Peters, vous avez gagné 1 minute sur notre temps. Monsieur Peters, donc avant tout, c'est vrai que quelque part, vous êtes une société un peu à part, quoi, donc, comme vous dites, donc régulée. Vous avez un statut de monopole, on va dire, en Belgique. Ce qui est assez rare, ce sont ces entreprises qui, quand elles annoncent qu'elles vont investir, elles gagnent de l'argent. Généralement, quand une entreprise investit de l'argent, d'abord elle perd de l'argent, donc elle en gagne après, quoi. Donc, oui. Mais donc chez vous, donc au plus vous faites des investissements, donc au plus vous gagnez, oui. Quoi. Donc, oui, c'est la croissance de notre actif régulé, et vu qu'il y a besoin de plus d'actifs régulés dans cette transition énergétique, évidemment, les monopoles régulés qui doivent l'exécuter vont avoir une croissance sur leur actif régulé et dans ce sens-là créer la valeur. Ok. Bon, on va dire que j'ai eu pas mal de questions sur l'arrêt du nucléaire donc en 2025. Bon, je sais que Elia ne se prononce pas sur ce dossier, on va dire politique. Donc, mais quid si
si on ne donne pas vraiment de réponse avant l'année prochaine, est-ce que vous pouvez, avec votre transition énergétique, aller compenser cette perte du nucléaire? Depuis 4 ans, il sort chaque année un rapport sur la sécurité d'approvisionnement de notre pays. Et dans ce rapport-là, déjà depuis ces 4 ans, chaque année, on calcule avec combien est-ce qu'on doit remplacer le nucléaire si on sort comme c'est prévu dans la loi. Nous devons évidemment nous exprimer pour ce qui est dans la loi. On ne peut pas s'exprimer est-ce que c'est la loi qu'on doit suivre, oui ou non. On n'a pas de point de vue sur est-ce qu'on veut du nucléaire, oui ou non. Mais on regarde la loi et on dit pour réaliser cette sortie, il faut avoir des investissements supplémentaires dans la production. On annonce le chiffre et à base de ça, le gouvernement passé a lancé une initiative pour avoir un CRM, ça veut dire des incitants que les investissements vont venir au cas qu'on sort du nucléaire, qui est maintenant en discussion avec l'Europe. Et avec ça, on va créer normalement des enchères fin de l'année prochaine pour avoir cette capacité manquante du moment qu'on sort du nucléaire. Ok, donc on ne sera pas sans électricité. C'est le but de ne pas être sans électricité, évidemment. Dites une question. Vous avez montré donc des belles images au fait de parcs éoliens offshore. J'imagine que vous allez encore donc investir dans ce genre de dossier. J'imagine que les dossiers onshore sont nettement plus difficiles. On sait très bien que par exemple pour la construction d'un immeuble, on a de temps en temps des problèmes avec les voisins. Vous, les travaux que vous faites, ce ne sont pas des petits travaux, donc c'est généralement donc des câbles qui doivent traverser 30, 40, 50, voire plus de kilomètres. Est-ce que c'est pas difficile d'obtenir chaque fois donc tous ces permis d'urbanisme? J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de recours sur certains dossiers, quoi. Donc, Oui, évidemment, c'est un travail complexe. Premièrement, il faut bien comprendre, nous, on ne fait pas de l'investissement pour nous-mêmes. L'investissement est fait pour exécuter cette politique énergétique et finalement, c'est dans le plan fédéral du gouvernement qui nous demande de construire ces lignes-là. Évidemment, c'est nous qui devons faire tout l'administratif pour avoir ce permis-là. Et aussi aider le gouvernement d'avoir le dialogue avec le citoyen impacté localement. Et c'est ça le défi de notre secteur. D'un côté, quand on parle de la transition énergétique, la société sans carbone d'ici 2050, tout le monde dit « Waouh, enthousiaste, on va faire ça », jusqu'au moment, bien sûr, qu'on vient construire la conséquence infrastructurelle. Et là, on voit souvent que nous retrouvons un peu seuls. C'est le gouvernement qui aime le grand plan, mais pas nécessairement veut aussi faire la conscience des gens que ça a des conséquences. Si on veut aller à quelque chose sans carbone, ça veut dire qu'on doit faire ce type d'infrastructure. On voit que ça change petit à petit et on espère aussi que ça continue à changer parce que finalement, ce que nous faisons, ce n'est pas des choses parce qu'on aime d'investir, ce n'est pas parce qu'on pense qu'on va avoir un très grand gain commercial, on est régulé et nos profits sont dans ce sens-là bien définis, mais par contre, réaliser cette transition énergétique est très critique pour notre pays. Si on n'y arrive pas, on va avoir des amendes qui viennent d'Europe, on va avoir le changement climatique, et dans ce sens-là, il faut absolument qu'on continue ce type de projet. Et pour ça, on va en dialogue en permanence, mais ce n'est pas toujours évident. On peut s'imaginer que pas tout le monde est en train d'attendre d'avoir l'infrastructure de notre taille tout près de où les gens vivent, où ont les écoles, etc. Et dans ce sens-là, c'est un travail complexe. Et souvent, ici, mais aussi en Allemagne, on voit que entre le moment que le gouvernement dit « je veux cette infrastructure » et la réalisation finale et qu'on la peut prendre en service, il passe facilement 12 ans, quelque chose de ce style-là, plutôt dans la phase préparatoire, parce que l'exécution, typiquement, c'est que 3 ans pour une infrastructure de ce taille-là. Ok. Vous avez parlé aussi donc du câble que vous avez tiré entre la Belgique et le Royaume-Uni. Donc, des personnes me posent la question au niveau du Brexit, donc si cela peut avoir des conséquences. Donc, disons, on a déjà fait longtemps avant 2 scénarios Brexit. Et dans les 2 scénarios, pour nous, ça reste plus ou moins au même équilibre. Disons, le câble, son rendement vient du différentiel du prix entre les 2 marchés. La seule chose qui va changer, c'est la façon qu'il sera mis dans le marché. Maintenant, c'est intégré dans un marché européen. Ça veut dire que tout le temps, il y a des grands logiciels qui calculent où est-ce que quelle centrale doit se faire. Après, entre l'Angleterre et nous, dans un Brexit dur, ça peut être que ça sera
à la capacité du câble qu'on va faire des enchères qui changent un peu le dynamique, mais quand on regarde au niveau de revenus de notre part, ça ressemble plus ou moins aux mêmes choses. Ok. Je sais que vous êtes actuellement donc normalement numéro 5, enfin, ou dans le top 5 en fait, en Europe, quoi, donc dans votre secteur. Quelqu'un me demande pourquoi pas 100% 50 Hz, quoi, donc, y a-t-il d'autres dossiers que vous pourriez éventuellement donc, envisager? On regarde tout le temps des dossiers, mais disons là c'est un choix conscient. Je reviens sur cette pertinence sociétale. On doit travailler ensemble pour exécuter la politique énergétique d'un pays. Et avoir le gouvernement, par sa banque d'investissement, à côté de nous, qui discute avec nous les dossiers, ça nous aide à réaliser ces dossiers-là. Comme je dis toujours, je préfère d'avoir le gouvernement à la table que de l'avoir dans mon dos en me critiquant de la façon qu'on ne réalise pas les choses. Maintenant, il voit la complexité, il nous aide à le faire, et dans ce sens-là, nous sommes très contents d'avoir ces 20% chez le gouvernement. Nous, on a le contrôle total, mais on a quand même un dialogue permanent, ouvert avec le gouvernement allemand par cette participation. Ok. L'année passée, vous avez levé 400 millions d'euros sur les marchés. 430. Votre actionnaire principal, donc les communes, ont suivi ce mouvement. Ça se demandait, est-ce que les communes belges, est-ce qu'elles sont capables de vous soutenir pour un très grand projet? Parce que c'est vrai que je me souviens que l'année passée, on parlait là de l'activité allemande de TenneT, donc, ce qui est quand même plus grand que 50 Hz. Dans quelle mesure est-ce que, par exemple, les communes donc, seraient prêtes à voir leur participation baisser, on va dire, de 45 du style à 25%? Je ne peux pas parler pour mon actionnaire, bien sûr, c'est lui qui doit décider indépendamment ce qu'il en veut, mais jusque-là, on voit, dans chaque dossier, ils nous ont suivis. Et on voit aussi qu'ils ont des discussions sur la stratégie de croissance qu'on a maintenant développée. Ils ont l'approuvé, ils sont en train de regarder c'est quoi le financement qu'on doit faire pour quand même suivre cette entreprise, qui est aussi pour eux très attractive. On a doublé la course boursière en 3 ans. Dans le régulé, c'est quand même du non-vu. Et dans ce sens-là, ils sont quand même très contents avec l'investissement en Elia. Ok. Je vais demander à la régie au fait, de lancer le vote pour Elia. Je voulais savoir en fait au niveau du dividende, quoi, donc est-ce que vous pouvez donner une indication de comment le dividende va évoluer au cours des prochaines années, et donner peut-être aussi une indication comment calculer au fait le bénéfice au fait, futur d'Elia. C'est vrai que ce n'est pas évident pour un simple kidam donc de savoir comment on calcule le bénéfice d'Elia. Donc, est-ce qu'on peut avoir une indication? Est-ce que vous allez croître de 5, 6, 7, 10% donc, au cours des prochaines années? On vient d'indiquer, on va avoir une croissance de notre actif régulé, et ce qui est un peu la mesure de référence dans notre secteur, de 7 à 8% annuellement dans les années qui viennent. Notre politique de dividende, à l'instant, est une politique de dividende dans laquelle on dit on suit l'indexation avec un petit peu plus chaque année, mais pas beaucoup, parce qu'on doit réserver, bien sûr, une grande partie de notre résultat pour soutenir cette croissance qu'on est en train de faire, et aussi pour garder un rating suffisamment bien, parce que aussi chez notre investissement, il y a une grande partie qui sera financée par de la dette, et il faut rester aussi attractif bien sûr au rendement sur la dette, et dans ce sens-là, on vise à continuer la ligne de guidance qu'on a donnée, un peu plus que l'inflation, et le reste réinvesti dans cette croissance, et que vous allez voir bien sûr dans les autres aspects de création de valeur de notre entreprise. Ok. Merci Monsieur Peters. Donc, je vais demander donc à la régie donc, de donner le score. Voilà, ça c'est aussi une très belle amélioration par rapport au vote initial. Merci Monsieur Peters.